Louise Bourgeois, calme-toi, lisons. Tout est imaginaire dans le livre, mais c'est elle qui parle, on va dire qui se parle, puisque c'est à la deuxième personne, et qui raconte un peu dans le désordre des bribes de sa vie ou de ses soucis. C'est imaginé, c'est-à-dire que je ne prétends pas une seule seconde qu'elle a dit ces choses-là, mais enfin c'est imaginé comme un peintre qui fait un portrait de mémoire de quelqu'un qu'il connaît bien, quoi. Il est bien obligé d'imaginer chaque trait, il ne les voit pas. D'ailleurs, même quand on fait un portrait avec un sujet sous les yeux, il faut l'imaginer. Donc c'est plausible. Et puis le ton qui est là, c'est pas le ton qui est dans mes autres livres, c'est un ton que d'une certaine façon, je lui emprunte. Une façon de parler, une façon de serrer les choses. Ça vient du modèle, quoi. Alors, petite parenthèse, ouais. Quand tu dis elle, il faut dire Louise Bourgeois, parce que les gens ne savent pas forcément. Ah oui. Ferme la parenthèse, mais d'où est venue cette envie de faire parler Louise Bourgeois? Ben, d'une longue familiarité. Louise Bourgeois, je l'ai connue dans les années 80. Elle était inconnue, elle avait encore un peu exposé à New York, mais pas du tout en Europe. Et je l'ai fréquentée, vraiment vue régulièrement, c'est-à-dire presque une fois par mois pendant 30 ans. Tu vois. J'ai fait sa première exposition à Paris, et alors, sa première exposition en Europe, elle était totalement inconnue, elle avait 70 ans déjà. Et c'est quelqu'un qui m'a touché, qui m'a marqué. C'était quand même un phénomène, quoi, un personnage tout à fait exceptionnel, et qui dans les 25 dernières années de sa vie, parce qu'elle est morte à 97, je crois, quelque chose comme ça. Donc moi je l'ai connue quand elle avait un peu moins de 70 ans. Donc je l'ai connue 30 ans, tu vois. C'est long, beaucoup. Surtout pour quelqu'un qui a qui est aussi exceptionnelle. Et c'est les 30 ans où sa vie a explosé, enfin, complètement. Hein. C'est-à-dire que non seulement elle est devenue d'un personnage très connu, mais elle a trouvé les moyens de s'autoriser à faire tout ce qu'elle voulait, même bien au-delà de ce qu'elle avait pu initialement imaginer dans son travail, dans son œuvre. Donc c'est rare des destins comme ça. Alors là, dans le livre, c'est seulement des aspects un peu intimes. Hein. Je ne parle pas du tout de la réception de son travail par le public. C'est pas le sujet. D'ailleurs, elle en était contente, mais elle ne s'en préoccupait pas outre mesure. Enfin, elle avait gagné le droit, justement, en ayant travaillé dans l'anonymat pendant 50 ans, elle avait le droit de juste apprécier le fait qu'elle pouvait enfin faire ce qu'elle voulait, mais certainement pas ce qu'on attendait d'elle. Donc l'envie, c'est que quand on a le privilège de croiser et de travailler avec quelqu'un comme ça longtemps, ça marque. Hein, il en reste un. Et sa voix. Alors on parlait français entre nous, hein, évidemment. Sa voix était quelque chose de spécial. Je ne veux pas dire du point de vue sonore, je veux dire du point de vue du ton et de ce qu'elle exprimait, de sa tension. C'était un phénomène, quoi. Voilà. Et j'ai essayé de... Alors j'ai fait exprès, j'ai voulu faire une chose courte et resserrée, hein, parce que je ne voulais pas que ça se dilue. Hein. C'est une longue vie, il y aurait eu de quoi faire un livre énorme, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais garder des moments de
de tension, si possible. Parce qu'il me semblait que c'était ça qui était la chose qui, pour un portrait, la représentait le mieux, et puis pour un livre, était peut-être aussi le plus intéressant, à mesure où c'est pas du tout un livre de critique d'art, ou c'est pas une biographie, c'est juste essayer de faire vivre des moments de tension. Hein. Elle transformait ses souvenirs, ses nostalgies, ses manques, ses jalousies, enfin bref, ses sentiments envers ses proches, en œuvre d'art, en portrait abstrait ou en scène. Il y a une grande installation qui s'appelle Destruction du Père. Voilà. Alors, on voit des membres, des corps démembrés comme ça sur une grande table sous un éclairage, c'est un truc. Bon, c'est quelqu'un qui a mis en scène, qui a transformé en œuvre d'art au fond des souvenirs de ressentiments liés à son enfance et à sa vie, mais surtout à son enfance. Donc, en effet, dans ce livre où je l'imagine, se remémorant des épisodes de sa vie, et en particulier de son enfance, alors qu'elle est à la fin de sa vie, et à la toute fin, sur un lit qui était, je l'ai vu là, dans son salon, parce qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers pour aller à sa chambre, où elle dormait parfois 3 jours, mais à l'extrême fin de sa vie, tu vois. Le livre se termine un peu comme ça, elle est là, et c'est un peu comme pas un rêve, mais des bribes qui reviennent, voilà, qui passent dans sa tête, au moment où il est clair que c'est en train de se terminer. C'est quelqu'un qui, c'est pas un hasard d'ailleurs, avec une vie tout à fait particulière, et en choisissant de traiter des sujets absolument personnels. Je vois un sac où il y a écrit Christian Boltanski. Boltanski, c'est quelqu'un qui fait la même chose de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui prend des souvenirs ou qui les invente, mais qui arrive à leur donner une forme. Et l'art, c'est ça, hein, c'est donner une forme à un contenu. Bon. Et il faut que le contenu, si on veut qu'il porte, il faut que le contenu soit vécu et soit profondément personnel. L'araignée, c'est une image de sa mère. Elle voit l'araignée comme un animal protecteur, non pas protecteur des humains, mais un animal qui protège sa lignée, ses œufs, un animal calme, un animal qui surveille, etc. Bon, elle a une vision de l'araignée très différente de la plupart des gens, mais elle la voit en effet comme une image de sa mère. Et elle en a fait à la fin de sa vie, parce que c'est une œuvre tardive, elle en a fait une quinzaine de versions différentes, mais elle en a fait des sculptures monumentales qui sont aujourd'hui devenues ses œuvres les plus célèbres, disons, parce que aussi ce sont matériellement les plus grandes et les plus sculpturales. Enfin, ce sont des œuvres, on peut circuler dessous, on peut passer à travers les pattes. Et je les ai vues, vraiment j'ai vu les débuts de ces œuvres dans son atelier. Elle m'a montré ça au moment où elle commençait à les faire. Et donc, oui, dans le livre, c'est un peu aussi le pivot, parce que ça revient de manière un peu récurrente, son obsession de l'araignée, puis sa façon de chercher des sources, de se documenter sur les araignées. D'où vient le titre « Calme-toi, Lison » ? C'est une phrase qu'elle a utilisée. Alors Lison, non. Lison est le surnom que son père lui donnait,
c'est le nom par lequel elle signe ses lettres à son père. Et puis calme-toi, ce sont des mots qu'elle utilisait. Il y a une gravure, une très jolie gravure en bleu clair, comme ça, qui est un ovale. Et il y a juste les mots « be calm » en anglais, donc qui veut dire calme-toi. C'est quelqu'un qui était emporté par ses émotions, tout le temps. Et qui donc, sans arrêt, avait besoin de se rétablir une situation sensée, et donc il se sermonnait. Et quand, au fond, quand elle se parlait, c'est quelque chose qu'elle se disait, même si je n'y ai pas toujours assisté, mais j'ai assisté aussi à ça. Elle se laissait emporter par ses émotions, et elle essayait de retrouver une manière de vivre normalement dans le monde, quoi. Ça suppose d'être... voilà, de maîtriser ses émotions. Mais elle cherchait à les maîtriser après les avoir utilisées dans son travail. Et après, éventuellement, les avoir laissées s'emporter, s'exacerber, et la bouleverser elle-même, au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable. Je l'ai entendu dire ça à plusieurs reprises. Le dimanche, elle réunissait, à la fin de sa vie, elle réunissait souvent des jeunes artistes ou des gens qui souhaitaient la voir, une espèce de salon. Et alors souvent, les gens qui venaient là pour l'entendre parler d'elle, ou pour lui poser des questions, parce qu'ils étaient contents de rencontrer M. Bourgeois. Elle ne répondait pas à ça du tout. Elle disait « mais je ne suis pas là pour parler de moi, c'est vous qui allez me parler de vous. Racontez-moi votre histoire ». Elle forçait ces gens à se mettre à poil, à raconter. Alors il y a des gens qu'on n'a pas besoin de forcer, qui se parlent très bien, chez les artistes notamment, mais pas toujours. Il y en a qui sont perdus, coincés, enfermés, ce qu'elle a été pendant des années au fond, elle-même. Et elle disait « mais vous n'allez pas intéresser les autres avec autre chose. Si vous devez intéresser quelqu'un, vous ne pouvez les intéresser qu'avec votre histoire. Il faut la trouver et il faut la raconter. » Alors on la raconte comme on peut, hein, on la raconte avec de la terre glaise, ou de la peinture, ou des mots, comme on veut. Il faut trouver son moyen, et c'est ça qu'il faut raconter, et pas autre chose. Il ne faut pas vous laisser influencer par vos admirations, par vos goûts, par vos... ça n'a rien à voir. Il faut chercher à dire ce qui refuse d'être dit, quoi. Enfin, ce qui à l'intérieur de vous bloque et coince. Et elle disait ça aux gens tout le temps. Oui. Et elle a fait la même chose, elle. Vraiment, ça c'est clair. Mais raconter son histoire, ça ne veut pas dire être complaisant. Ça n'est intéressant que si c'est l'occasion un artiste est un créateur de formes. Il faut qu'il crée des formes qui ne sont pas les formes qui étaient celles d'avant. Voilà. Alors il faut. Et puis un artiste nouveau, bah, c'est quelqu'un qui crée des formes nouvelles pour dire des contenus qui, eux, sont rarement nouveaux. Les contenus, c'est les contenus. Même quand c'est ta propre histoire, ça doit être strictement ta propre histoire, c'est la même chose que la propre histoire de n'importe qui, au fond. Ce qui compte, mais si on y trouve la forme adéquate, voilà, ça donne une grande artiste qui parle à tout le monde, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'œuvre a réussi à faire... à apporter beaucoup à des milliers de gens. C'est un phénomène intrigant, ça. D'arriver à polariser comme ça l'intérêt de jeunes gens, en particulier. Ce qui était extraordinaire, c'est cette dame de 95 ans qui recevait des jeunes gens de 18 ans, qui la trouvaient absolument formidable, extraordinaire. Ça, c'est une aventure, quoi. Moi, j'ai vu... Oui, c'est pas très difficile, l'œuvre, elle était là quand même. Il y avait 50 ans d'œuvre. Après, il y a encore eu, en effet, 25 ans, ou 30, très importantes, hein, encore.
Mais bon, c'était pas compliqué de voir qu'il y avait une œuvre importante qui méritait d'être découverte, bien sûr. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que elle était quasiment anonyme. Et moi, il y a 30 ans, j'avais la quarantaine, mais je représentais une galerie importante à Paris. Donc, le rapport de pouvoir, disons, pour faire simple, il était en ma faveur, quoi. J'étais quelqu'un qui pouvait faire quelque chose pour elle. Et après, ça a changé vite. Je veux dire, elle est devenue ultra célèbre et moi, j'avais une galerie à Paris, à New York. On a continué à travailler ensemble un peu, mais c'était pas du tout sur le même niveau. Mais notre relation, elle a été initiée quand même là-dessus. On s'entendait très bien. Et puis elle était contente toujours de parler en français à New York. Elle avait une espèce de nostalgie de la France. Elle était contente de voir un français. Et puis moi, j'étais curieux de son travail et on s'entendait bien. Bon. Mais en même temps, je représentais quelqu'un capable de lui faire sa première exposition. C'est pas négligeable. Donc ça a mis nos rapports sur un ton comme ça, un peu particulier. Alors j'ai laissé aux personnages leurs noms, hein, les cousins, le père, et Jerry, c'est son assistant qui a changé sa vie, quoi. C'est par lui que j'ai connu Louise Bourgeois, parce qu'il était mon assistant à la galerie de New York, avant d'être l'assistant de Louise Bourgeois. Et donc c'est lui qui m'a emmené chez elle la première fois. Et bon, effectivement, il y a eu entre eux d'abord une histoire d'amour, au fond. Et puis, il a été tout à fait essentiel dans le développement des 20 dernières années de sa carrière. Enfin, il lui a permis... Elle s'est occupée que de travailler. Elle s'est pas occupée s'occupait pas de sa carrière ou du retentissement de sa carrière. Mais Jerry l'a fait très bien et ça a produit les effets que nous connaissons. C'est plutôt amusant d'essayer d'attraper un ton. C'est presque un exercice d'imitateur. Parce que le ton qui est dans ce livre, en effet, c'est pas le mien, mais le mien, je sais pas ce que c'est. Ça dépend, ça dépend du sujet. J'ai essayé d'écouter sa voix, voilà, et de la. Alors bien sûr, c'est écrit, c'est pas du tout la même chose qu'une voix parlée, hein. Et c'est écrit en français un petit peu plus élaboré que la parole. Mais une voix par écrit, ça existe aussi. Enfin, voilà. C'est recréé, oui. Mais pour moi, c'est quand même elle. C'est elle que j'entends là. Oui. Oui. La forme, à la limite, la forme est un contenu en soi. Hein. Dit quelque chose en soi, ça, il n'y a aucun doute. Bon. En ce qui me concerne, je ne pense pas que ça suffise. Hein. Et ici, j'ai cherché, il y a une forme, je cherche une forme qui n'est pas une forme révolutionnaire, hein. C'est un monologue. Bon. Enfin, j'ai cherché la forme qui me paraissait convenir à la partie à ce que moi j'avais envie de sortir de la vie de Louise Bourgeois. Il y a une matière infiniment plus vaste. Hein. Il y aurait matière à un livre de 1000 pages s'il avait fallu. J'ai préféré faire une chose resserrée et courte pour m'en tenir à des moments de tension, parce que c'est ce qui me frappait chez elle, quoi. Voilà. Et puis c'est aussi ce que j'aime en littérature, quoi. Les romans de Conrad les plus courts, comme Typhon, ou qui sont tous autour de la... Voilà.
où est l'orage, et par où va-t-il arriver, comment il éclate. C'est ça que j'aime au fond. Hein. Et elle était comme ça aussi. C'est ça qu'elle aimait dans un tableau de Francis Bacon. C'était cette espèce de formidable tension, les trames des personnages. Et j'ai essayé de rendre cet aspect, qui est un tout petit aspect, mais à mon avis essentiel. Là. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. J'en aurais été totalement incapable sur un livre de 500 pages, parce que moi je ne suis pas capable de ça. Mais cela dit, de toute façon, est-ce que l'attention sur 500 pages, ça tient la route? Non, je ne pense pas.